Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi. Ça fait très longtemps qu'on travaille sur cette rencontre et je suis honoré de pouvoir la présenter avec toute l'équipe des éditions du patrimoine. On est donc en présence d'Antoine Grund, qui est donc le directeur des éditions du patrimoine. Également donc avec l'équipe qui a travaillé sur Un jour d'été au garde-meuble de la Couronne, avec Agnès Walsh, Gatien Vierez et le photographe Guillaume Delaubier, qui nous donnera son avis d'expert photographique tout à l'heure. On va évidemment avec Mathilde Lebec, avec qui on a travaillé pour la rencontre, et Claire Morizet qui nous rejoindra tout à l'heure. Pour commencer, pour présenter cette maison qui fête ses 25 ans cette année, les éditions du patrimoine, Antoine, j'aimerais véritablement que vous nous expliquiez la genèse de ce projet, dont vous n'êtes pas forcément à l'initiative, vous êtes le directeur, mais pas le fondateur initial, il me semble. Comment s'est étoffée cette maison d'édition? Comment, en tant qu'éditeur délégué du ministère de la Culture, comment vous faites vivre une littérature et également ce patrimoine français qui est si important pour notre culture? Alors, en effet, la maison a 25 ans déjà, et pour ma part, je ne suis présent que sur les 5 dernières années. Euh, alors, en 1996, en fait, la Caisse nationale des monuments historiques publiait déjà des livres depuis pas mal d'années. On retrouve des livres qui datent des années 50, 60. Mais l'activité éditoriale était assez peu structurée. Et de son côté, le ministère de la Culture avait aussi une politique éditoriale un peu éparpillée, souvent auprès des DRAC même, qui étaient assez autonomes en termes de publication. Et donc en 96, il y a eu la décision de rationaliser un peu les choses et de créer une véritable structure éditoriale au sein de la Caisse nationale des monuments historiques, donc qui est devenue le CMN après, et de confier à cette structure un rôle d'éditeur délégué pour le ministère de la Culture. Donc c'est vraiment à ce moment-là que la marque Édition du patrimoine a été créée et s'est installée, que la maison a pu se doter d'une véritable diffusion en librairie, euh, et puis qu'un certain nombre de collections se sont vraiment ancrées dans le catalogue. Alors même si certaines, elles existaient déjà, je pense à la collection vocabulaire, à la collection itinéraire, et puis d'autres sont apparus ensuite, comme Regard, par exemple. Voilà. Et aujourd'hui, bah, on a la chance de faire vivre un catalogue qui est riche d'à peu près 700 références, euh, 700 références actives, ce qui est assez rare. Une de nos caractéristiques, c'est vraiment d'être un éditeur de fond et de suivre le fond. Et peut-être d'être moins que d'autres, en tant qu'éditeur public, d'avoir ce confort d'être moins poussé par la nouveauté à tout prix, mais plutôt d'avoir la mission de conserver au catalogue des titres de fond, des titres de référence. Voilà, en deux mots. Justement, les éditions du patrimoine ont cette particularité d'être hybrides, avec un catalogue extrêmement varié, extrêmement riche. Il y a 25 collections. On ne va pas forcément toutes les énumérer, mais j'aimerais quand même qu'on parle de certaines collections qui vous tiennent particulièrement à cœur, qui marchent avec un différent public, et surtout nous expliquer ce choix de la diversité. Vous auriez pu très bien rester sur un patrimoine, entre guillemets, sur une seule ligne, une seule collection. Pourquoi avoir fait ce choix-là de diversifier votre audience? Alors, d'abord parce que le patrimoine est diversifié par essence. Et le patrimoine, ça va des grottes ornées préhistoriques aux villas modernes de Le Corbusier ou de Malestévins, en passant par les châteaux au Qatar et d'autres. Et puis parce que nos publics aussi sont divers et que tous ces sites et ces monuments, ils sont visités aussi bien par des groupes scolaires, des enfants avec leurs parents, des groupes de seniors, comme on dit aujourd'hui, euh, et des étrangers, des Français, des gens qui habitent près des monuments en question, des gens qui habitent beaucoup plus loin, et des gens qui sont plus ou moins avertis aussi en termes de patrimoine et qui sont plus ou moins savants. Et ça fait vraiment partie de notre mission
de service public, au service du patrimoine national, de rendre ce patrimoine accessible au plus grand nombre. Et donc, voilà, de diversifier les formes éditoriales en ayant à la fois des formats qui peuvent être assez savants, parce qu'on a un rôle de diffusion de la recherche et de l'état des connaissances sur nos sujets, mais on doit pouvoir le diffuser à un public le plus large possible. Et donc, on fait aussi des livres pour enfants, on fait aussi des albums très axés sur l'image, très accessibles, avec un volume de texte qui est très inférieur à l'habitude de l'édition scientifique. Et par rapport aux collections, Antoine, justement, est-ce qu'on pourrait en citer quelques-unes avec leur prisme, avec leurs particularités? Oui, alors je citais tout à l'heure la collection itinéraire, qui est vraiment un des phares, ou un des piliers de notre maison, avec, je pense aujourd'hui, plus de 100 titres. Certains de ces titres existent dans plusieurs langues, parfois jusqu'à 12 langues. C'est le cas du Mont-Saint-Michel, par exemple. Alors, itinéraire, c'est un guide de visite, mais les itinéraires sont construits comme des sortes de petites monographies très, très serrées, extrêmement riches en informations, mais dans un format petit, dans un format de poche quasiment, à un prix très, très accessible aussi, puisque la majorité des titres sont proposés à 8 euros. Et donc là, je pense que c'est une collection qui illustre bien le savoir-faire de la maison, qui est d'allier une grande rigueur scientifique, un maximum de contenu, et dans une forme qui reste accessible et attrayante, et à un prix qui met ça à l'accès d'un public très large. Euh, je parlais aussi de la collection Regard, qui est l'autre pendant un peu à l'autre collection phare de la maison, et qui, là, propose plutôt des albums, souvenirs, des albums photographiques. Le cœur de ces livres, ce sont des portfolios photographiques. Et là, c'est une collection, elle aussi, assez accessible en termes de prix, puisque les livres sont à 12 euros. Votre idée, c'est véritablement de donner l'accès à la culture, au patrimoine français au plus grand nombre, Oui, en tout cas, en tout cas pour c'est une pour ces des, collections. pour ces collections-là, oui, clairement. Et aussi, alors, participer à ce qui est offert, à ce qui est proposé à un visiteur quand il visite un site ou un monument. Et en général, il y a, à la fin de la visite, il y a une petite boutique avec une offre éditoriale, et on est heureux quand on peut participer à cette offre éditoriale. Alors, on le fait très naturellement quand il s'agit des monuments gérés par le Centre des monuments nationaux, qui est notre maison mère, si j'ose dire. Enfin, on est une des directions du CMN, mais on le fait aussi pour d'autres sites et monuments qui ne sont pas nécessairement dans notre réseau, mais qui vont faire appel à nous parce que on est reconnu comme éditeur de référence dans le domaine et que notre marque a une certaine reconnaissance. Ouais. Je rebondis sur justement souvent la librairie ou en tout cas le lieu dans lequel, dans chaque monument, il y a à la fin de visite la plupart du temps. Je rebondis sur la librairie de l'Hôtel de Sully qui vous accompagne et qui est la seule librairie à posséder l'ensemble du fonds des éditions du patrimoine. Quelle est votre relation justement avec cette librairie et comment cette relation permet-elle de faire exister ce patrimoine à plus grande échelle? Alors, on a d'abord une relation de collègues, si j'ose dire, puisque les salariés de la librairie de Sully sont, comme nous, des salariés du CMN. Alors, évidemment, c'est une très grande chance pour un éditeur d'avoir une librairie qui présente l'intégralité de son fonds. Voilà, donc on se parle beaucoup, on se voit régulièrement, on organise tel ou tel lancement chez eux. Et c'est vrai que c'est un lieu vers lequel on renvoie très volontiers les gens qui cherchent à découvrir nos livres ou nos nouveautés. On les envoie à l'hôtel de Sully. Martine?
Oui, bonsoir à tous. Je voulais revenir sur la diversité de vos collections. J'ai découvert cette année que les éditions du patrimoine publiaient des bandes dessinées grâce à la publication de Georges Sand, Ma vie à Nohant, qui, me semble-t-il, a connu un beau succès critique et j'espère pour vous commercial. Et je voulais savoir si cette bande dessinée vous avait donné envie justement de développer plus cette section de votre maison d'édition et notamment avec des biographies d'artistes, d'écrivains, voilà, Et on parlera évidemment Alors, des coéditions avec coédition. justement voilà, coédition exactement, avec Glénat. avec Glénat, voilà. En fait, ça fait quelques années déjà, je ne saurais pas dire exactement quand, parce que ça a démarré bien avant que j'arrive, peut-être une dizaine d'années déjà. On a commencé à développer des coéditions avec Glénat. Alors, pourquoi en coédition? Parce que typiquement, sur la BD, on n'avait ni vraiment le savoir-faire éditorial, ni tout à fait le réseau commercial qui convenait. Et donc là, la coédition s'impose évidemment. Nous apportons donc un sujet, si j'ose dire, et parfois des spécialistes qui peuvent venir enrichir le scénario. On apporte aussi un monument avec un point de vente qui est pas négligeable. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a fait des bandes dessinées sur Carcassonne, sur le château de Ferney, le château de Voltaire à Ferney, sur l'abbaye de Cluny, sur le Panthéon, sur l'Arc de Triomphe. Et puis, c'est une collection qui n'avait pas vu de nouveaux titres depuis, je pense, 2017, avec un titre sur la Sainte-Chapelle. Et on cherchait un peu une nouvelle formule, on cherchait peut-être à s'éloigner un peu du style très, très classique de la BD historique pour aller davantage vers un style roman graphique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce Georges Sand. Donc là, les choses, il y a pas de nouveaux titres vraiment en cours de préparation, mais Glénat est un partenaire de longue date, donc on se parle régulièrement et quand on a une idée, on la partage avec eux. Mais Et les certainement, oui, des biographies. Alors là-dessus, on sera vraiment, a priori, toujours sur nos sujets. Donc Georges Sand, c'est parce qu'il y a un lien fort avec un de nos monuments, qui est la maison de Georges Sand à Nohant. Donc la biographie en tant que telle, c'est pas forcément notre cœur de métier. Et là, c'était pertinent parce qu'il y a Nohant. les coéditions marchent plutôt bien, en témoigne le dernier Goncourt, le dernier prix Goncourt. Donc, en tout cas, j'ai l'impression que vous ne vous forcez pas à créer des titres juste pour créer. J'ai l'impression que tous les choix sont extrêmement réfléchis, puisque vous publiez à peu près entre 30 et 40 ouvrages par an. On sent vous pourriez en faire plus, j'imagine, mais j'ai l'impression que il y a quand même cette volonté de cibler, de trouver un public plutôt certain et une volonté de ne pas publier pour publier. Oui, en tout cas, je pense on a la chance d'avoir un catalogue qui est bien structuré, avec une ligne éditoriale assez identifiée, assez claire, et une image de marque qu'il faut pas abîmer. Et on a vite fait d'abîmer une image de marque. Donc, je pense qu'en effet, il ne faut pas publier pour publier. On pourrait effectivement multiplier les parutions, notamment en multipliant les coéditions. Euh, mais ce n'est pas un objectif en soi. Donc, on le fait quand les idées sont bonnes. Jean-Marc? Oui, bonsoir. Je voulais justement rebondir sur ce que vous disiez par rapport à l'aspect collection et le nombre de parutions. Dans quel modèle économique vous situez le fait justement d'être relié au CMN? Est-ce que vous avez un impératif alors j'allais dire de rentabilité, excusez-moi ce mot affreux, mais quand même, alors pas livre par livre, mais peut-être global, ou est-ce que vous avez aussi une mission d'édition culturelle et donc sortant du modèle économique classique et primaire. Voilà. Comment vous abordez cette dimension-là? Alors, on a en fait, on utilise les outils qu'utilisent toute maison d'édition. Donc, on fait des comptes d'exploitation prévisionnels pour chaque titre.
On est attentif aux résultats, à la marge, au coût. Enfin, là où effectivement on se différencie un peu, c'est qu'on a à la fois une mission de service public qui fait qu'on est tenu de publier certains ouvrages qui n'ont pas forcément un potentiel commercial énorme. Et c'est même d'ailleurs une de nos raisons d'être, c'est de pouvoir proposer au public des livres que des éditeurs privés ne pourraient pas se permettre de publier parce que leurs marges seront trop réduites ou le résultat sera trop incertain. Mais on envisage aussi les choses sous l'angle d'ailleurs qui est un peu celui du CMN aussi, qui est celui de la mutualisation et de la péréquation. Donc, c'est plutôt sous l'angle global qu'on va regarder notre activité. Et de la même manière qu'au sein du CMN, l'exploitation de l'abbaye du Mont-Saint-Michel au d'Arc de Triomphe, avec les recettes que ça génère, permettent d'entretenir et de maintenir ouvert à la visite des petits châteaux en Auvergne, par exemple, comme Charaille-Saint-Trat. Eh bien, dans notre catalogue, le fait d'avoir là aussi des titres du fond qui sont régulièrement réimprimés, qui se vendent à des milliers d'exemplaires chaque année, ça nous permet de publier des choses un peu plus pointues ou de prendre un peu plus de risques. Je rebondis justement sur le fond parce que j'ai pour habitude de demander aux éditeurs de choisir un ou deux titres maximum du fond de la maison d'édition auquel l'éditeur tient particulièrement. Alors Antoine et Mathilde, puisque vous êtes les représentants des éditions du patrimoine, est-ce qu'il y a un livre que vous aimeriez remettre en lumière et qui vous tient particulièrement à cœur? Allez-y, Mathilde, à Antoine. vous l'honneur. Non, allez-y. Moi, c'est pas un titre en particulier, c'est peut-être plus la collection Sens itinéraire que je trouve fabuleuse. En fait, c'est donc du coup une collection qui est destinée aux non-voyants et aux malvoyants. Et en fait, ces personnes peuvent découvrir des monuments de façon du coup tactile. Et en fait, c'est des planches où du coup le monument est comment dire est fait en relief. Enfin, et du coup, c'est tout un travail d'artiste exemplaire. Et je trouve que c'est une très très belle démarche et vraiment je salue vraiment cette collection. Voilà. Vous avez bien fait, Mathilde, de le signaler. On en avait déjà parlé, en effet. Et alors, Antoine, est-ce qu'il y a un titre difficile, mais... Je sais. Elle est terrible. Oui. Alors bon, et je vais vous parler d'un titre qui n'a pas spécialement besoin d'être mis en lumière parce qu'il est très connu, mais c'est le vocabulaire de l'architecture de Jean-Marie Pérouse de Monclos, qui est quand même c'est un de nos bijoux de famille. C'est vraiment, donc c'est un titre qui est à notre catalogue depuis 1972, je pense. Donc en fait, bien, je disais que la caisse à l'époque publié. Alors là, en l'occurrence, sur les vocabulaires, c'était plutôt, je crois, c'était l'Imprimerie nationale. Et bref, depuis 1972, le vocabulaire de l'architecture est régulièrement réimprimé, acheté par des générations de professeurs et d'étudiants en architecture, en histoire de l'art. C'est vraiment devenu un usuel, c'est un peu le Vidal du domaine. Et pour moi, voilà, il est très symbolique du genre de livres qu'on aime faire et en se disant qu'ils sont là pour des années. Perdurer, oui. J'aimerais vraiment qu'on parle également de l'incubateur du patrimoine, cette petite spécificité que vous intégrez dans les couvertures de catalogue qui permettent d'avoir accès à un réel contenu multimédia. Il y a une certaine modernisation à chaque fois du patrimoine qui parfois se simplifie juste avec un objet livre. Là, pour le coup, vous allez plus loin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette fonctionnalité et comment elle se manifeste et peut-être le retour du public par rapport à cela?
Alors effectivement, c'était une expérimentation qu'on a menée dans le cadre de… Donc l'incubateur du patrimoine est en fait un incubateur de start-up qui a été créé, mais au sein du CMN, donc dans un environnement plus large que le strict environnement des éditions du patrimoine. Et l'idée, c'était d'accueillir chaque année 5 à 6 start-up qui s'intéressaient au sujet du patrimoine et qui cherchaient des lieux d'expérimentation. Alors, pour la plupart, en fait, ces expérimentations se déroulent se déroulent dans des monuments. Donc, soit parce que la start-up va proposer un système de médiation pour le public, des solutions d'accessibilité, bref. Et il se trouve que dans une des promotions récentes de l'incubateur, il y avait une start-up qui voulait expérimenter quelque chose dans le domaine de l'édition. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on a collaboré avec cette structure qui s'appelle FijiTales, qui proposait de jouer sur le contenu augmenté à partir du contenu imprimé, d'où le nom FijiTales, qui était un mix entre le physique et le digital. Et là, l'idée, c'était de tester quelque chose qu'on a appelé la 5e de couverture, et qui consistait en fait à scanner avec son smartphone la couverture d'un livre et d'avoir accès à des contenus en ligne. En l'occurrence, on a testé ça donc, sur la couverture de notre catalogue sur Victor Hugo, à l'occasion d'une exposition Victor Hugo, La liberté au Panthéon. Je vois que Mathilde vient de mettre en ligne le lien. Merci Mathilde. Et donc voilà, on scannait la couverture et on accédait. Alors, c'est terrible, je ne me souviens plus même très bien. Si on avait fait un petit film qui retraçait le parcours du cortège, puisque l'idée de cette expo, c'était de partir de la cérémonie de panthéonisation de Victor Hugo, qui a fixé les règles qui sont encore en vigueur aujourd'hui, les règles d'une panthéonisation. La panthéonisation de Victor Hugo sert de modèle à la fois en termes de déroulement et puis c'est un modèle indépassable en termes de fréquentation de public, puisqu'on n'a jamais aucune panthéonisation n'a eu les mêmes foules que Victor Hugo. Bref, ça m'éloigne un peu du sujet. Donc voilà, l'idée, c'était ça, c'était de tester un peu ce que pouvait apporter cette 5e de couverture. On a été quand même sévèrement mis en difficulté sur cette expérimentation par la crise du Covid. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça a perturbé un peu les choses parce que cette expo devait ouvrir, n'a pas ouvert. Le livre, du coup, ne s'est pas trouvé en librairie. On a repoussé sa parution. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si c'était très, très concluant, mais ça valait la peine d'essayer. Et c'était assez amusant. Et il n'est pas impossible que dans des futures publications, on cherche de nouveau à donner accès à des contenus numériques en ligne à partir d'un livre. Et on voit que ces derniers temps, l'usage du QR code a repris du poil de la bête. Donc, ce n'est pas du tout incompatible. C'est peut-être la seule bonne nouvelle, en effet. Tout ça nous amène à un jour d'été au garde-meubles de la Couronne. J'aimerais avoir le regard de l'éditeur et des auteurs par rapport à la création de ce projet. Comment s'est matérialisé ce projet? On parlera peut-être tout à l'heure de la famille de Thierry de Witt-d'Avray, qui est présente, il me semble, ce soir. On aura peut-être la chance de les entendre par rapport à cela. Mais comment c'est créé, comment c'est manifesté en tant qu'éditeur et en tant tout à l'heure en tant qu'auteur, comment c'est créé ce livre-là? Alors pour moi, ce livre, c'est l'exemple parfait d'une magnifique aventure éditoriale avec un rassemblement de talents et d'idées. Chacun dans son coin, on n'aurait rien fait. Et là, ça a pris corps. La sauce a pris parce que voilà, je l'espère, je pense qu'on a su là jouer
notre rôle d'éditeur qui est un rôle d'assemblier et de chef d'orchestre et savoir faire en sorte que chaque instrument puisse s'exprimer, mais que l'ensemble soit harmonieux. Et donc, écoutez, c'est arrivé parce que le Centre des Monuments Nationaux a eu la chance d'être chargé de la restauration et de la réouverture ou de l'ouverture tout court au public de l'Hôtel de la Marine, place de la Concorde à Paris. Et que cette aventure extraordinaire de restauration a donné lieu à des recherches, évidemment, très, très poussées, que une des directions du Centre des Monuments Nationaux a fait appel pour mener ses recherches à un ensemble d'historiens, dont Agnès et Gatien faisaient partie. Et puis, ce collègue directeur du développement culturel et du public m'a dit « Antoine, vous devriez rencontrer Gatien et Agnès parce que on pense qu'il y a sûrement quelque chose à faire avec leur travail d'historien, qui était un travail donc, sur la vie quotidienne du garde-meuble à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, on s'est rencontrés, on a discuté, on a très vite trouvé que leur idée était formidable. C'est vraiment leur idée était de raconter ça comme une journée, de découper un récit en 24 heures. Et on a trouvé tout de suite que l'approche était originale et on a tout de suite imaginé un peu ce que ça pouvait donner. Et puis, donc, on a mis une éditrice sur le coup pour travailler sur le texte. Gatien et Agnès ont partagé avec nous la documentation. Et puis, on s'est dit comment peut-on faire aussi pour rendre la chose très sensible et très, très vivante. Le risque étant que on arrive à un résultat peut-être un peu sec ou un peu éloigné pour le public d'aujourd'hui et que donc on rate notre objectif qui était de faire entrer le lecteur dans la vie quotidienne. Et c'est là que on a eu la chance d'être mis en contact avec Guillaume Delaubier, à qui on a demandé d'illustrer avec des images d'aujourd'hui prises dans l'appartement de l'intendant du garde-meuble aujourd'hui, mais dans cet appartement restauré et tout fraîchement restauré, ce qui était un exercice acrobatique, mais Guillaume nous en dira un mot, je pense. Voilà. Et puis on a fait appel à un graphiste aussi qui a su mettre tout ça en musique, faire dialoguer les textes, les images d'archives, la documentation et les photos de Guillaume. On a choisi un format qui me semble être un format qui, je pense, a de l'avenir dans le secteur du beau livre. C'est un petit format, c'est un livre qu'on a plaisir à prendre en main. Je suis très client aussi des gros beaux livres très lourds, mais je pense qu'on peut faire aussi d'autres choses en termes de beaux livres. Et là, je crois que c'est un très beau petit livre, et petit, c'est pas péjoratif, voilà, c'est une très jolie petite chose. Et je suis ravi qu'on l'ait faite et je remercie tous ceux qui y ont contribué. Entièrement d'accord sur le format, sur le fond. En effet, ça se lit extrêmement facilement, c'est extrêmement bien écrit, c'est magnifiquement mis en valeur et surtout, ça pourrait se lire, je ne vais pas aller jusqu'à dire comme un thriller, mais presque. Il y a quand même ce petit côté mystique de l'ancien régime, il y a ce petit côté où on a envie de parcourir chaque individu, chaque membre de cette société, de cette ancienne société. Et l'objectif est clairement réussi, Antoine. En effet, que ce soit sur le fond ou la forme, c'est extrêmement agréable à lire. Et on apprend évidemment beaucoup de choses. On va en parler maintenant. Mais j'aimerais qu'on passe la parole aux trois auteurs, à Guillaume Delaubier, le photographe, Agnès Walsh et Gatien Virez, sur leurs sentiments par rapport à la création, la finalisation de ce livre qui a dû prendre beaucoup de temps, j'imagine, que ce soit sur l'écriture ou sur la mise en exergue de vos informations. Comment vous ressentez cette finalisation d'ouvrage, tous les trois, et surtout comment vous avez tout simplement géré ce travail collectif, comment vous vous êtes organisé par rapport à cela?
je vais peut-être commencer. Moi, je dirais que c'est un beau livre miniature. C'est exactement ça, parce qu'il a un format qui, effectivement, n'est pas le format des beaux livres, mais il a une illustration qui est vraiment du niveau du beau livre. L'idée avec Gatien, c'est que nous étions conseillers scientifiques pour la médiation de l'hôtel de la marine. Et donc, il nous a fallu à la fois produire du contenu scientifique, trouver des sources, mais ça, c'est Gatien qui les connaît très bien, et puis conseiller toutes les entreprises, associations, etc., qui œuvrent sur cette médiatisation. Et donc, très vite, moi, il m'est apparu l'idée que effectivement, il fallait aider le public dans ce labyrinthe. Ce n'est pas très labyrinthique, l'hôtel de la Marine, mais quand même, il y a une sorte de guide de visite. Mais dans le guide de visite, c'est très rude, c'est très ardu, et nous, on a réussi, enfin, nous connaissons les sources, nous les faisons vivre, nous les aimons, et comment restituer au public ce que nous avons lu et ce que nous savons. Et tout de suite, moi, l'idée que j'ai eue tout de suite, c'est on va faire 24 heures de la vie du garde-meuble. Et j'ai été très, très heureuse parce que quand j'ai soumis ce projet à Antoine Grund, ça n'a pas fait du tout un pli, ça a été tout de suite un accord immédiat, et je crois qu'on a très bien réussi à s'entendre. On a travaillé par étapes, donc on a livré notre texte, et puis ensuite sont arrivées les photos. Je dirais que pour nous, en tout cas pour moi, la seule chose qui a été très acrobatique, je pense que je peux le dire, c'est que je n'avais aucune image de l'intérieur du garde-meuble tel qu'il a été restitué, puisque nous l'avons heureusement visité plusieurs fois, mais il était tout tendu de bâche. Et moi, je n'avais jamais été dans les salons avant, donc je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Et quand je l'ai visité, ça a toujours été en scaphandre quasiment, hein, comme on va sur la Lune avec des surchaussures, une charlotte sur la tête pour éviter de transporter la poussière. Et donc, pour moi, c'était une sorte d'hôpital, en fait, le garde-meuble. Et quelle n'a pas été ma surprise quand les épreuves sont arrivées et puis que l'ouverture aussi est arrivée, de voir ce magnifique écrin et de voir que finalement, notre effort d'imagination coïncidait avec ce qui avait été rendu comme décoration. Et ça, c'est un vrai bonheur. Mais je pense que je vais passer la parole à Gatien qui va sans doute avoir peut-être des impressions autres que les miennes. Oui, tout à fait, merci. Donc vraiment l'idée de ce livre, c'était à partir des sources, donc des recherches historiques que j'ai pu faire, et à partir surtout d'anecdotes véritables, trouvées notamment dans les archives du garde-meuble, qui sont conservées aux archives nationales. Ça a été de reconstituer cette journée type dans un bâtiment qui est quand même assez spécial, puisque c'est à la fois le siège d'une institution, un musée aussi, c'est le premier musée des arts décoratifs en France, voire européen. C'est aussi un lieu où l'on a des ateliers notamment de Claude-François Capin, qui est tapissier ordinaire du Roi, et c'est vraiment un lieu de vie où les employés du garde-meuble ont leur logement de fonction. Donc c'était vraiment l'idée de ce livre que de restituer cette journée d'été au garde-meuble. Et Guillaume, alors, Guillaume qui est arrivé ensuite pour ces magnifiques photographies, quel a été votre sentiment à la découverte du lieu notamment? Effectivement, j'aimais bien l'idée d'arriver en tenue de cosmonaute. C'est-à-dire que c'était très compliqué de faire des photos, à dire vrai, puisque le chantier s'est terminé la veille de l'inauguration. Et jusqu'au dernier moment, il y avait des dizaines, voire des centaines de gens qui travaillaient simultanément dans les espaces. Et moi, j'avais comme mission de faire ces photos et des photos qui étaient en plus
conçu comme un a priori, c'est-à-dire que la réalité des lieux ne collait pas nécessairement au découpage heure par heure de cette journée d'été. Alors, bon, quand c'est le coucher ou le lever, il y a évidemment des éléments décoratifs qui collent très bien, mais quand il s'agit d'évoquer les spectacles, le jeu, les services, les offices par derrière, comme ça, qui s'agitent, ben, il fallait trouver des idées, il fallait trouver des cadrages photographiques qui pouvaient illustrer ça au milieu d'un espèce de charivari permanent de gens qui chacun faisait leur travail aussi, qui était très éloigné de notre objectif de bouquin. Ce n'était pas leur sujet. Eux, c'était de rendre un chantier impeccable le jour où M. Macron allait arriver, sachant que dès le lendemain, c'était ouvert au public. Donc, bon, ce n'était pas toujours très simple. Et moi, évidemment, j'ai besoin, je ne peux pas me contenter d'enregistrer les choses telles qu'elles sont. Il faut qu'elles rentrent dans l'appareil pour qu'elles soient rendues et qu'elles soient efficaces, que l'image soit bonne, soit belle, soit claire, soit visible. Donc, inévitablement, il m'arrive d'avoir à déplacer un peu les choses. Et ça, ce n'est pas du tout du goût des conservateurs et même des décorateurs. Ashkar Charrière avait évidemment tout prévu pour que le déroulé des visiteurs se passe tel qu'ils le voient eux, mais l'appareil photo n'était pas forcément exactement suivant le parcours des visiteurs. D'ailleurs, ce qui était amusant, c'est que, vous savez, comme Visconti, j'aimais bien l'idée de Visconti qui, quand il faisait ses films, demandait à ce que les armoires de linge soient pleines de linge, sachant qu'on ne les ouvrirait jamais. Mais là, c'est un peu pareil. Il y a des coursives, il y a des arrières passages dans les chambres, par exemple, qui ne sont pas visités et ouverts au public, alors que, eh ben, ils ont été redécorés avec des papiers peints d'époque et tout, qui sont même merveilleux. Alors, le livre nous a permis de donner des angles inattendus que les visiteurs ne voient pas forcément. Donc, c'est une nouvelle lecture aussi des lieux. C'est l'intérêt, évidemment, de faire un livre, c'est de montrer aussi autre chose et autrement que ce que les gens voient. Mais c'est vrai que la difficulté, moi, ce que j'ai beaucoup aimé par ailleurs, parce qu'en dehors de ces problèmes-là, c'est que quand je fais des photos dans les maisons, dans les appartements, c'est des photos d'aujourd'hui et j'essaye de me glisser dans la vie des gens. Et là, c'était une machine à remonter le temps, quoi. C'était génial parce que c'est comme si M. de Villavray m'avait dit, M. de Lobier, faites-moi des photos de chez moi et ça m'intéresse de voir le résultat. Donc, je me suis plongé avec ou sans scaphandre, mais enfin, dans un univers 18e auquel on n'a jamais accès. C'est toujours muséographique et froid et mort. Et là, le but de ce travail par les décorateurs et ce qui leur a été demandé, c'est vraiment de laisser un lieu comme s'il venait de partir en ville et que la vie y est, pratiquement la vie y est. Donc, évidemment, la photo, dans ces cas-là, elle est excitante parce que c'est toujours redonner la vie. C'est féconder avec le lieu, avec le cadrage et avec la lumière, puisque photographier, c'est d'écrire avec la lumière. Donc, il fallait jouer avec tout ça pour donner, j'espère, cette impression d'heure qui passe dans un lieu qui vit. Ça rejoint exactement ce que disait Antoine tout à l'heure sur votre travail collectif. C'est vrai que vous êtes totalement complémentaires tous les trois et c'est un rendu admirable. Isabelle ? Oui, bonsoir à tous et merci pour cette très belle rencontre et pour ce très beau livre aussi. Comme disait Anthony, alors comme disait Agnès tout à l'heure, effectivement, c'est un très beau livre en petit format. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très sympathique, très agréable à lire parce qu'on n'est pas encombré et en même temps, c'est très dense et très beau. Et en même temps, comme disait Anthony, il y a plein de suspense. Et notamment avec cette histoire des bijoux de la couronne qui nous est un peu expliquée. Moi, je n'avais aucune notion, aucune idée de ce que cet événement s'était passé à cet endroit-là particulièrement. Il y a plein d'histoires aussi autour de la Révolution et de ce qu'ils ont dû protéger, parce que ça a été quand même sûrement un moment extrêmement difficile et tendu, et on est tendu avec eux parce qu'on se dit mais mon Dieu, ça aurait été terrible que tout soit détruit à ce moment-là ou pillé, ce qui aurait absolument pu arriver dans des moments comme ça.
Donc, c'est vraiment, vraiment un très, très bel ouvrage, magnifique. J'avais une question, et les photos sont absolument sublimes. Alors, c'est super réussi, Guillaume, parce que du coup, on ne se rend absolument pas compte que vous avez jonglé avec les personnes qui travaillaient dedans. C'est superbe, et du coup, moi, je trouve que c'est très bien illustré par rapport aux périodes de la journée. J'avais une question, parce que j'ai trouvé ça très malin. C'est comment avez-vous eu l'idée de mettre des couleurs différentes selon les périodes de la journée? Je trouve que c'est vraiment une super astuce. Voilà. Alors, j'imagine que concrètement, pour le réaliser, ça a dû être aussi compliqué. Voilà, je voulais un peu les dessous de cet aspect. Je ne sais pas qui va pouvoir répondre. Est-ce que vous, pardon, vous parlez des couleurs des pages, enfin Oui, du fond? absolument. Les différentes couleurs de pages selon les heures de la journée, en fait, voilà, qui s'assombrissent au fur et à mesure Oui. le temps passe. Oui, il y a effectivement il y a un jus sur chaque partie. Et ça, c'est une idée du graphiste, alors qui n'est pas avec nous, mais qui fait partie de tout cet ensemble de talents. Et donc, c'est Aurélien Farina. Son agence graphique s'appelle Paper Tiger. Et il est très, très talentueux. Et c'est lui qui nous a proposé cette idée, qui a dit, voilà, en prenant connaissance des images et des textes, et en voyant ce découpage, il a dit, je pourrais rythmer ces heures en assombrissant progressivement le fond. Voilà. C'est à lui qu'on doit ça. On félicite. Anne-Sophie? Bonsoir. Alors moi, j'avais deux questions, une sur le fond et une plus peut-être CMN. Sur le fond, je me demandais comment on faisait quand on était deux auteurs comme Agnès et Gatien pour se partager la tâche et pour que ça reste harmonieux au final et qu'on soit vraiment plongé dans le livre sans se rendre compte qu'il y a deux plumes. Et l'autre question plus CMN, c'est pourquoi on l'appelle toujours Hôtel de la Marine alors que si je comprends bien, du coup, on l'a restauré dans l'état du garde-meuble. Bon, je vais répondre. Je pense qu'on a. Alors, pour l'hôtel de la Marine, Antoine répondra, mais je pense que c'est parce que, en fait, la Marine a été tellement longtemps dans les lieux qu'il serait difficile de changer d'appellation sans que le public n'en soit complètement ému. Voilà, donc je pense que c'est ça, mais je ne sais pas si ça a fait l'objet d'une décision. Voilà. Je crois que c'était impossible de changer de nom. C'était pas possible. Voilà. Non. Voilà. Et puis, quant au fait de travailler à deux, alors, comment dirais-je, nous, finalement, ce livre est une concrétisation d'un travail à deux qu'on mène depuis maintenant quelques années parce que, en réalité, Gatien est mon étudiant de thèse. Voilà. Et donc, depuis très longtemps, on a l'habitude de s'échanger des textes. Et progressivement, notre plume, voilà, c'est une espèce de condensé d'Agnès et de Gatien, ce résultat. Et je ne peux pas expliquer exactement voilà, comment ça se passe, mais on a commencé il y a plusieurs années. Ensuite, il y a eu ce travail donc, à l'Hôtel de la Marine sur les conseils, le scientifique, où là encore, on a écrit à deux, donc dans un espèce de renvoi. Il y en a un qui écrit, l'autre fait des corrections, ou l'inverse, voilà. Et donc, c'est un jeu comme ça qui est sans arrêt. Puis, on commence donc à force à connaître un peu l'éthique des uns et des autres. Et voilà, et donc ça donne un résultat qui est ni tout à fait mon écriture, ni tout à fait l'écriture de Gatien, mais quelque chose au milieu des deux. Et qui me semble très réussi pour le coup, parce que c'est extrêmement vivant. Et voilà, mais on n'a vraiment pas eu de mal. Hein. Bon, mais peut-être que Gatien va me contredire. Non, pas du tout. Bien au contraire, non, ça s'est fait vraiment naturellement. Et c'est vrai que quand on pose la question, j'ai du mal à y répondre parce qu'on a tellement l'habitude de travailler ensemble que ça se fait tout seul. Donc, chacun a amené des compléments. Moi, si j'avais des informations, je les mettais. Agnès pouvait retravailler la formulation. Si j'avais des détails,
en tout cas des sujets sur lesquels j'étais moins à l'aise, Agnès pouvait prendre le relais. Par exemple, c'est vrai que sur la fin du livre, sur le monde de la nuit, ça a été plus le domaine d'Agnès. J'étais beaucoup moins à l'aise avec cela. Ouais. De la nuit, on précise, Alors, si pour je peux l'Ancien me permettre- Régime. Oui. Ouais. Oui. Oui. Si je peux me Oui, permettre Antoine. de compléter, et sans rien enlever au mérite d'Agnès et Gatien, et aussi pour mettre un petit coup de projecteur sur un des acteurs qui n'est pas présent là. Donc c'est l'éditrice, et on va donner son nom, même si les éditrices sont les grandes invisibles. Je dis les éditrices, c'est une profession assez féminine, mais il y a des éditeurs aussi. Et en l'occurrence, là, il s'agit d'Elsa Belaïev, voilà, qui a aussi fait un très beau travail d'accompagnement d'Agnès et Gatien, et qui, ici ou là, a dû mettre ce qu'il fallait de vernis ou passer un petit coup de poli pour que, justement, cette harmonie qui existait déjà entre les deux écritures soit parfaite, et que le lecteur n'y voit que du feu. En effet, il fallait la mentionner, évidemment. Bah oui, ça Stéphanie? aurait été injuste. Oui. Oui, bonsoir à tous. Alors moi, j'ai une question sur vos sources parce que c'est quand même extrêmement précis tout ce que vous racontez. Et donc, vous avez mentionné tout à l'heure vos sources, vous disiez que vous en aviez beaucoup. Mais alors, quelles sont-elles? De quelle nature sont-elles? Est-ce qu'elles sont aussi d'ordre privé, intime, dans des journaux peut-être qui relatent un certain nombre de choses de la vie de tous ces gens qui sont réunis sous le même toit? Parce qu'on a quand même une grande variété de personnes et de statuts sociaux. Je me demande comment on fait pour savoir tous ces détails et quelle est la part aussi d'invention, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on peut, à partir d'un contexte vraisemblable, arriver à dire des choses qui tiennent debout. Donc, est-ce que vous avez procédé de cette façon-là ou bien est-ce que tout est complètement exact? Alors, je commence juste sur l'invention. Il n'y a rien d'inventé. Tout est complètement exact jusqu'au nom et encore, enfin jusqu'au nom de toutes les personnes qui sont mentionnées. Et encore, on en avait plus, mais Elsa nous en a fait enlever beaucoup parce que c'était illisible, si vous voulez, à force d'être très précis sur le nom de famille, etc., l'identité des gens. On sait exactement quel est le nom de leur femme, les enfants, etc. Donc tout, absolument tout est vrai. Il n'y a absolument aucune invention. Mais les sources, c'est Gatien qui travaille sur le garde-meuble, qui les connaît mieux que moi. Et donc, je lui cède à nouveau la parole. Merci. Alors, je dirais que peut-être la principale source pour ce livre, ça a été les règlements, puisque lors de son arrivée au garde-meuble, Marc-Antoine Thierry de Ville-d'Avray a en charge de vraiment complètement revoir l'institution, et donc il met en place tout un tas de règlements. Donc ça va aussi bien de règlements administratifs que de règlements sur la vie quotidienne du garde-meuble. De temps en temps, on a aussi les rapports des inspecteurs des garde-meubles, qui sont en fait des personnes chargées de visiter les différentes résidences royales et aussi de faire un rapport de l'activité du garde-meuble. Et de temps en temps, on arrive à piocher une petite anecdote assez savoureuse. Pour les noms des personnages, ils sont réels, puisqu'on a les états d'appointement qui nous aident à trouver, en tout cas à voir leur âge, leur nom d'enfant, s'ils sont mariés ou pas, depuis combien de temps ils travaillent au garde-meuble. Donc, c'est des choses qui sont assez précises et donc qui sont étudiées dans le cadre de ma thèse. Mais par exemple, il y a à un certain moment, enfin pas forcément souvent, mais vous faites quelques notations psychologiques. Par exemple, vous mettez en contradiction, enfin plutôt en contraste la personnalité des deux intendants. Le premier qui était plutôt libertin et qui avait des mœurs faciles, et puis l'autre qui était peut-être un peu plus austère, mais peut-être un peu plus dans son rôle aussi. Et ça, comment on fait pour le savoir des siècles plus tard? Je crois que c'est à force d'être plongé dans les documents, puisque Marc-Antoine annote beaucoup les documents qu'on lui met sous les yeux. On arrive à quand même cerner qui il est.
Et puis après, c'est aussi beaucoup d'échanges avec les héritiers de la famille Ville d'Avray qui aussi ont entendu parler de leurs ancêtres. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se recoupent et qui nous permettent de pouvoir dresser un portrait psychologique qu'on espère fidèle. Oui, et puis j'ajouterais que nous avons lu aussi les mémoires de l'époque. Donc, les deux intendants ont laissé des écrits, donc ça, bien sûr, on les a lus. Mais dans les mémoires, il y a des mentions hein, des deux intendants. Et ce qu'on dit là est souvent soulevé, hein, d'ailleurs, par les contemporains eux-mêmes. Hein. Voilà, donc à nous après à travers leurs propres écrits et puis à travers la familiarité qu'on a de ces deux personnes, puisqu'on les a quand même côtoyées pendant à peu près 2 ans, puisque ça nous a pris à peu près 2 ans, un petit peu moins. Donc, on arrive finalement à sentir la psychologie d'une personne. Et donc, comme effectivement, là, ils sont très faciles à opposer, ça a été pour nous une source de joie en tant qu'auteur de pouvoir justement opposer si facilement. Hein. C'est un petit peu Laurel et Hardy d'une certaine manière, même s'ils n'ont pas vraiment travaillé ensemble, mais ils sont opposables. Et ça, je pense que pour un auteur, même si nous souhaitons et nous avons été très rigoureux du point de vue historique parce que tout est vrai, je pense que c'est des choses qu'on fait ressortir. Voilà. Donc, leur portrait psychologique, vraiment, correspond à la réalité. Alors, bon, il y a peut-être des petits traits que nous n'avons pas mentionnés, parce que ça n'était pas non plus tout à fait un livre sur les intendants du garde-meuble. C'est un livre sur une personne qui est le garde-meuble. Je rebondis par rapport aux sources et notamment grâce aux archives familiales de la famille de Thierry de Ville d'Avray, dont certains membres sont là ce soir. S'ils veulent intervenir, d'ailleurs, c'est avec grand plaisir. Mais comment ces archives se présentent-elles en réalité? Comment vous avez pu extraire toutes ces informations et comment vous avez pu travailler sur ce matériau-là qui, j'imagine, est abîmé par le temps? Mais quels sont comment vous avez pu extraire, entre guillemets, les choses les plus importantes, parce que le livre, vous l'avez dit tout à l'heure, vous auriez pu en mettre beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on garde véritablement dans toute la substance que l'on a? Comment on fait le tri? J'imagine que vous avez passé le texte au tamis, mais comment vous êtes arrivé à sacrifier, j'imagine, certaines informations aussi, peut-être à contre-cœur, mais comment est-ce que vous êtes frustré parfois, justement, d'avoir laissé passer certaines informations ou au contraire, vous y avez tout mis, en tout cas le plus important? Alors, les archives de la famille de Thierry de Ville d'Avray, à part le mémoire connu, mais qui a été publié au début du XXe siècle, on n'a pas grand-chose. On a juste un livre de contes, mais pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas pris le temps d'étudier, puisque c'est les contes personnels de Marc-Antoine. Par contre, la famille possède encore un certain nombre d'objets qui font vraiment qui sont le témoignage d'un quotidien, du quotidien de Marc-Antoine. Je pense à une boîte à tabac, des petites miniatures, des portraits. Donc, c'est plus en cela que la famille peut nous aider, et puis surtout ce qu'elle a pu nous transmettre comme information, comme tout ce qui se disait dans la famille. Ensuite, alors la frustration, oui, parce qu'on n'a pas pu, forcément on a plein d'informations, on a plein d'anecdotes très savoureuses, on a dû faire un choix. Alors peut-être qu'on fera un jour une biographie de Marc-Antoine Thierry de Ville d'Avray qui permettra de compléter. Mais il y a encore plein de choses à dire. C'est vrai qu'on a dû éliminer beaucoup de choses puisque les archives sont vraiment très bavardes. Je ne sais pas si Agnès va intervenir. Oui, je pense qu'en fait, c'est en se relisant aussi. Hein. Il y a des moments où, quand on se relit, on trouve finalement que le passage est fort long et que
ça n'a pas tellement d'intérêt de le garder pour ce qu'on veut démontrer au moment. Et donc, je crois beaucoup à la vertu de la relecture. On laisse le texte reposer un tout petit peu, pas beaucoup, et puis on le reprend quelques jours après. Et puis c'est là qu'on se rend compte qu'on l'a mal bâti. Ou bien finalement, c'est se mettre dans la peau d'un lecteur. Moi, j'ai toujours mon idée, qu'est-ce que j'aimerais lire. Et en fait, ce livre, c'était qu'est-ce que j'aimerais pouvoir trouver dans un livre sur le XVIIIe siècle que je n'ai pas encore lu parce que je l'ai trouvé nulle part. Et j'espère, et je pense que là, vous avez des informations, une manière de présenter les choses que vous ne voyez pas ailleurs. C'est très nouveau, c'est quelque chose, voilà, vous n'irez pas ce que l'on dit dans un autre livre parce que voilà, c'est nulle part ailleurs. Et c'est un peu ça. Donc, je pense que quand on est dans cet état d'esprit, eh bien, voilà, on fait des coupes avec parfois un petit peu de frustration, un peu de tristesse, mais en se disant, j'espère que le choix que je fais, c'est un choix qui sera bien compris par le lecteur pour avoir l'adhésion du lecteur et que le lecteur passe un bon moment parce que c'est le but, c'est de lui faire plaisir, c'est qu'il apprenne des choses. Alors j'oserais dire apprendre en s'amusant, mais vraiment voilà, que ce soit savoureux et que la personne ait vraiment envie d'aller jusqu'au bout du livre. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu parce que c'est extrêmement intuitif. Et je pense que la façon dont Gatien et moi on a travaillé, c'est pas notre point de vue, mais c'est la manière dont on l'a fait. D'autres auraient peut-être fait autrement. Mais voilà, c'est intuitif. Il y a un moment donné, voilà, il faut se mettre dans l'état d'esprit en disant on veut surtout magnifier un endroit, le garde-meuble, et on fait tourner autour des personnages et on essaie de révéler des anecdotes qui peuvent rendre service au monument. C'est un petit peu ça. Jean-Marc ? Oui, alors j'avais une question, Stéphanie l'a déjà en partie abordée, mais je vais la compléter. Juste une remarque sur le livre, vraiment en préalable. Moi, j'ai vraiment été bluffé donc, du travail d'édition remarquable du livre, donc bravo, et à tout point de vue. Et notamment, je trouve que c'est un livre extrêmement bien équilibré. Et entre notamment la partie justement que vous avez sur cette vie du garde-meuble et puis ces encadrés où vous sortez un petit peu, et là il y avait un équilibre à trouver pour que ça ne soit pas trop ni l'un ni l'autre et vous l'avez. Et puis également le côté de connaissance, le niveau de connaissance qui fait que on n'est pas dans un livre érudit et ça reste quelque chose d'accessible sans tomber dans quelque chose d'un peu bêtifiant et qui aurait été le garde-meuble pour les nuls. Donc, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Je vous félicite pour cet équilibre. À tous les niveaux, c'est équilibré, y compris sur les photos, parce qu'elles sont vraiment remarquables. Ceci passé, donc je reviens en fait, ma question qui complétait un peu celle de Stéphanie, c'était de nous parler un peu directement donc de Marc-Antoine Thierry de Ville-d'Avray, cet intendant dont on lit et dont on devine en plus qu'il est arrivé avec une mission de gestionnaire à une époque dans un contexte où, vous le dites à un moment, la France est, alors peut-être pas ruinée, mais enfin en tout cas en grande difficulté. Et il a dû avoir une mission quand même absolument incroyable d'arriver dans un lieu de faste, parce que le garde-meuble, c'est quand même les apparats de l'État. Là où on crée, on remise, on garde, et forcément, il y a un côté splendeur. Et en même temps, il doit gérer tout ça. Et vous le dites très souvent, la façon dont il arrive à réétaler les dettes en fait, des fournisseurs. Enfin, c'était voilà, un grand gestionnaire avant l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, justement, nous décrire cet homme et cette personnalité, et puis ce travail un peu qu'il a fait, qui, j'imagine, n'était pas simple à faire dans ce contexte? Gestionnaire, notamment en faisant des tournées en France pour s'occuper, pour négocier, pour trouver de nouveaux fournisseurs. On a l'impression qu'il était vraiment partout au service du roi. C'est assez impressionnant le rôle qu'il avait, en effet, le rôle de l'intendant, et vous le défendez extrêmement bien dans le livre. En effet, c'est un rôle qui est capital, indispensable au bon fonctionnement de la couronne. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il devait avoir des journées de 48 heures parce qu'il est intendant du garde-meuble, enfin commissaire général des meubles de la couronne, mais il est aussi premier valet de chambre du roi.
Il est surintendant des petits cabinets du roi. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, avant d'arriver comme intendant du garde-meuble, a su faire ses preuves auprès de Louis XVI. Il était vraiment un proche du roi et donc il a su faire beaucoup d'économies au petit cabinet du roi. Le roi avait tendance à se faire un peu avoir par ses fournisseurs et donc Marc-Antoine a fait le ménage et donc il a fait preuve de toute sa compétence en matière d'économie et de réforme. Et donc en arrivant au garde-meuble, on est dans une situation vraiment très très compliquée, puisque par exemple les inventaires sont notés au crayon à papier, donc on imagine qu'il est assez simple d'effacer un meuble. Dès son arrivée, il réglemente les voyages de la cour, donc puisque certains membres de la cour pouvaient prétendre auprès de meubles. Donc tout cela, il essaye de comment dire, de revoir les usages. Alors, ce n'est pas forcément simple, puisqu'il subit certaines pressions de membres importants de la cour. Il revoit aussi les fournisseurs. On pense à Risner qui se fait évincer. Donc, quand même, c'était l'ébéniste de Marie-Antoinette. Donc, on imagine que là, ça a dû être une prise de position pas forcément simple pour lui. Mais il a vraiment été, en tout cas, ça a été, je pense, pour lui, la mission de sa vie, de réformer le garde-meuble de la couronne. Et d'ailleurs, il est même à la Révolution, le rythme continue, puisqu'il faut continuer, surtout avec le retour du roi à Paris, il faut continuer, enfin, il faut meubler certaines résidences royales, enfin les Tuileries, et donc il a à faire un travail extraordinaire. Oui, je vais ajouter que c'est assez typique de ce qui s'est passé vers la fin du XVIIIe siècle, où il y a une vraie modernisation en fait des services de l'État. Et là, on a une sorte de grand corps de l'État, hein, le garde-meuble, qui cherche une rationalisation dans sa gestion. Et Ville d'Avray, il a quand même l'avantage, en fait, c'est un bourgeois, hein, il a quand même l'avantage d'être éduqué de manière très bourgeoise. Donc, voilà, on fait des économies, on dépense pas plus qu'on ne reçoit et on gère en bon père de famille. C'est vraiment ça qui fait parce que et le garde-meuble est très symptomatique de cette rationalisation finalement de l'administration avec on pourrait presque parler de fonction publique d'une certaine manière, même si ça n'est pas encore la forme hein, de la fonction publique, mais c'est vrai au garde-meuble, mais on a au XVIIIe siècle le corps, par exemple, des ponts et chaussées. Donc, pour tout ce qui est la construction des routes royales, il y a aussi une réorganisation et une rationalisation. Donc, il est vraiment le symbole de cette France qui se modernise, mais pas assez rapidement, puisque la Révolution, finalement, rattrape tous ces administrateurs, alors qu'ils sont en train de faire un travail considérable de réorganisation. Sophie? Alors, j'ai remarqué en fait au fur et à mesure de la lecture qu'il y avait beaucoup de personnel qui travaillait au garde-meuble qui était mort largement après la Révolution. Du coup, je me demandais s'ils avaient laissé des mémoires ou s'ils avaient eu le temps de laisser des écrits sur cette période de la monarchie qu'ils ont vécue. J'imagine qu'ils s'en sont éloignés peut-être en partant à l'étranger. Ça m'a intriguée en fait de voir qu'il y avait tant de personnes qui avaient survécu à la Révolution alors qu'elles travaillaient au plus près du roi et des besoins du roi. Alors non, hélas, on n'a pas de mémoire des employés du garde-meuble, à part Dieudonné Thiébaut, donc, qui était garde des archives, et donc dont le fils, en fait, qui était dans l'armée napoléonienne, a écrit les mémoires de son père, puisque son père avait eu un destin extraordinaire, puisqu'il avait été grand lecteur du roi de Prusse, mais à part cela, non, on n'a pas de mémoire, hélas. Et peut-être que ça viendra, hein. J'espère. On trouvera peut-être un jour, ça peut arriver, peut-être des mémoires au hasard. On verra. J'espère en tout cas.
Enfin, Ville-d'Avray est quand même mort lors des massacres de septembre, hein. Donc, il y a quand même aussi un certain nombre de personnes qui ont payé de leur vie la proximité avec Louis XVI. Voilà. Mais bien évidemment, les employés ou même les artisans, bon, eux n'avaient pas tellement de raison d'être inquiétés. Et c'est vrai qu'ils se volatilisent et puis on les retrouve quand ce sont des ébénistes ou des architectes, enfin, oui, des ébénistes ou des tapissiers. On les retrouve après la Révolution réinstallés dans des boutiques ou bien éventuellement revenant au garde-meuble de la couronne puisqu'il sera réinstauré après la Révolution. Stéphanie? Oui, moi j'ai une question pour Guillaume, donc le photographe, parce que c'est une véritable mise en scène en fait à chaque fois. Les photos, on voit par exemple donc un vêtement qui est posé sur une chaise, on voit une table de jeu avec tous les éléments pour jouer. On voit des scènes de repas aussi avec la vaisselle, les couverts. Et donc comment ça se passe concrètement? Est-ce que tous ces objets-là sont vraiment d'époque? Ou est-ce que vous avez aussi parfois dû combler, enfin je pense que ce n'est pas forcément vous directement qui choisissiez d'ailleurs ces objets-là, mais comment se passent en fait des séances photos d'un lieu pareil? Oui, enfin, il est rare que ce soit autant investi. Je connais bien Ashkar et Charrière, hein, qui sont deux décorateurs qui sont passionnés par le 18e, qui ont fait tous les lieux qu'ils ont investis, que ce soit les leurs ou pour leurs clients, sont toujours faits dans cet esprit-là. Donc, ils n'ont pas eu besoin de forcer leur talent pour trouver les thèmes et trouver les objets. Vous avez visité, je suppose, parce que les choses sont installées pour y demeurer, mais par eux, comme s'ils venaient d'être déposés là. Moi, donc, j'avais pas tellement... J'aime beaucoup faire ça. Enfin, j'aime beaucoup, moi aussi, m'occuper de trouver les ambiances et de mettre en scène les choses pour qu'elles parlent. Mais là c'était pas vraiment mon propos. J'avais pas trop de marge de manœuvre pour commencer à toucher ce qui venait d'être installé, sinon que quand même de temps en temps, et comme je le disais tout à l'heure, soit par l'angle choisi, soit par des lumières tamisées qu'on peut modifier, parce que toutes les fenêtres, enfin c'est un lieu, comme tous les lieux d'intérieur, c'est des lieux qui piègent la lumière, donc ça permet d'apprivoiser cette bête sauvage là, qui arrive par la fenêtre avec les rideaux, les stores, les volets, etc. On peut moduler comme on veut, enfin plus ou moins comme on veut, plus les lumières qu'on peut apporter soi-même. Donc tout ce travail-là, il est pas donné par la décoration, c'est à apporter par la photographie. La robe dont vous parliez, ben, là effectivement, elle existait, elle était ailleurs, je l'ai déplacée pour les besoins de l'image. Ça a fait partie des petits frottements qu'il y a eu par la suite. Mais la plupart des choses dans ce lieu précis du garde-meuble ont été formidablement pensées et installées par les deux décorateurs. Et Françoise de Ville-d'Avray qui a posté justement un message avec une certaine émotion aussi de voir à quel point vous avez, Gatien, Guillaume et Agnès, retranscrit parfaitement ce lieu et cet homme, Marc-Antoine. Donc voilà, c'était aussi pour, si vous n'avez pas eu accès au message, pour vous en faire part. Ouais. J'avais une question notamment par rapport au nombre de personnes. Il y a quand même 150 personnes qui chaque jour parcourent cet endroit. Je vais utiliser un terme un petit peu anachronique, mais comment se passe le dialogue social en réalité entre toutes ces personnes? Comment se passe la vie dans ce lieu-là avec autant de personnes et de personnages si différents, aux coutumes différentes, aux richesses différentes? Comment ça se passe réellement? Et ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression. Alors, il faut distinguer ceux qu'on peut traiter de fonctionnaires, donc ceux qui reçoivent un appointement, de ceux qui sont intérimaires. C'est le cas pour les tapissiers qui sont recrutés au jour le jour. Bon, ce sont un peu toujours les mêmes. Les archives portent la trace de certains conflits
Et donc, les conflits sont surtout avec les épouses des officiers du garde-meuble qui confondent service domestique et service du garde-meuble. Donc, on a une employée du garde-meuble qui va se faire congédier quelques jours parce qu'elle a répondu avec une impudence impardonnable à la femme d'un inspecteur, je crois. Donc, on a la trace de cela. Qu'est-ce que l'on a des tapissiers donc, qui sont évalués, par exemple, et donc, s'ils travaillent mal, ils ont un rappel à l'ordre et on les congédie. On a aussi un état sanitaire qui est fait des tapissiers, voir s'ils sont encore aptes au travail ou non. Des sanctions peuvent tomber, donc ça peut être soit la privation de l'appointement ou également des journées de repos forcé, on va dire. Mais le dialogue social a l'air de bien se passer puisque Marc-Antoine Thierry de Ville-d'Avray m'apparaît comme étant quelqu'un de juste et qui va vraiment traiter les gens selon vraiment leur mérite. Agnès, vous êtes d'accord avec oui, Gatien, oui, tout à fait. Ça a l'air d'être relativement harmonieux. Bon, les gens ont quand même l'habitude de travailler ensemble et la société est quand même très hiérarchisée. C'est-à-dire que on est dans une société qui est fluide, c'est-à-dire que les gens peuvent sortir de leurs conditions, etc. Mais les gens restent à leur place, c'est-à-dire que si une lingère parle mal ou un ouvrier parle mal à la femme d'un officier, bon, c'est quand même assez rare parce qu'on est plutôt dans c'est assez feutré, hein, les rapports sociaux au XVIIIe siècle et même à la veille de la Révolution. Alors, il faut dire que la société a cette habitude parce qu'on a besoin de petites mains. On est quand même en France comme dans un pays du tiers-monde dans les années 80, c'est-à-dire que les choses ne se font pas toutes seules. Pour porter l'eau, il faut un porteur d'eau. Pour pouvoir faire la cuisine, il faut à la fois un cuisinier ou une cuisinière, mais il faut quelqu'un qui alimente le feu en bois. Enfin, donc, des tâches qui chez nous ont quasiment disparu parce qu'elles sont devenues automatiques, sont obligatoirement réalisées par des personnes. Donc la société est extrêmement hiérarchisée, les gens savent ce qu'ils doivent faire et ils font ça de manière extrêmement routinière. Du coup, ça va avoir un effet de tassement, hein, dans les relations sociales ou dans le dialogue social. Donc, ça n'évite pas les difficultés, ça n'évite pas parfois des situations délicates, mais il faut quand même aussi le dire, un certain paternalisme, hein, dans cette société, hein, où les directeurs qui ne sont pas encore des patrons sont compatissants envers leurs inférieurs et ils vont les garder, par exemple, on cite pour les valets, on les garde jusqu'à la fin de leur jour, même s'ils ne sont plus tellement capables de faire quoi que ce soit, on essaie de leur trouver une petite activité qui puisse les maintenir quand même dans un état à peu près éveillé, et puis eh bien, on continue à les loger, à les nourrir et à les vêtir jusqu'à la fin de leur jour. Voilà, donc c'est extrême. Là, pour le coup, c'est très différent de nos jours. Et j'ajouterais peut-être que Madame Thierry de Ville-d'Avray aussi a un rôle important, puisque les employés n'hésitent pas à aller se confier à elle ou à demander directement. J'ai trouvé l'exemple d'une dame dont le mari travaille au garde-meuble et qui demande qu'on lui fournisse un drap, puisque le tissu coûte cher, donc un drap pour enterrer son mari. J'ai aussi les archives des demandes de pension de retraite. Donc là, c'est vraiment au cas par cas, selon les mérites, les mérites de chacun. Et il faut aussi souligner que c'est réellement un avantage de travailler au garde-meuble, puisqu'on est meublé, et on est meublé parfois avec d'anciens meubles royaux. Donc ce n'est vraiment pas
c'est vraiment pas négligeable. On a aussi des avantages en nature, comme les bougies, le bois de chauffage, des choses comme ça qui, enfin ça revient d'ailleurs, le prix de l'énergie à l'époque est très, très onéreux, donc ça fait partie des avantages que l'on peut avoir à travailler au garde-meuble. Les ancêtres du ticket restaurant. C'est ça, tout à fait. Jean-Marc. Oui, je continue à poser des questions, désolé, mais je vous sors un peu du livre et encore pas tant que ça. On a un lieu qui a été magnifiquement restauré, on a une histoire que vous avez racontée. Les portes sont ouvertes maintenant pour faire plein de choses avec ça, de la médiation. Est-ce que vous avez connaissance de projets qui sont prévus à partir de ce lieu, à partir de votre histoire, faire revivre la journée, pourquoi pas, la filmer, imaginer toutes sortes de choses? Il n'y a plus qu'à. Du théâtre, peut-être? Pourquoi pas? Alors, dans le parcours de visite, il y a alors, mais Gatien va en parler mieux que moi, en ombre chinoise, un film qui décrit, enfin, c'est en ombre chinoise, mais qui décrit un petit peu, alors c'est pas toute la journée, mais qui est un petit peu dans ce même esprit, hein, où on voit la fabrication d'un meuble, etc., qui est extrêmement bien fait. Mais maintenant, vous avez raison, il faudrait peut-être passer à quelque chose. Voilà, donc vous nous invitez et incitez peut-être à essayer de transformer ce récit en quelque chose de plus dynamique et de plus vivant. Même s'il est déjà à l'écrit, ce qui est déjà une force. Il est extrêmement vivant et Oui, mais rythmé à l'écrit. Alors, voilà, à mais en l'oral, mettant des dialogues et puis éventuellement en imaginant pièce par pièce des dialogues différents. Ça pourrait peut-être être une idée qu'on pourrait lancer au CNN pour les Journées du patrimoine avec des comédiens qui, dans chacune des pièces, se dialogueraient avec comme base notre texte. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Voilà, vous nous donnez des idées. C'est un peu ce qui a été fait dans un des dispositifs qui arrive à la fin de la visite, donc l'hôtel de la Marine à la Loupe, donc qui est donc une coupe de l'hôtel de la Marine. On a ce système d'ombre chinoise. Et donc, quand il a fallu imaginer une petite histoire, on est parti de l'anecdote que j'avais trouvée où Marc-Antoine se plaint d'un siège de bureau qui avait été fait pour Louis XVI. Et donc, Louis XVI était très mécontent du confort, puisqu'il se cassait le dos sur ce siège. Et donc, ça a été le point de départ donc, pour toute cette scénarisation en fait, du dispositif l'hôtel de la Marine à la Loupe, où en fait on suit ce siège qui va se faire réparer tout au long de la journée. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de choses à faire encore à l'hôtel de la Marine. Isabelle? Oui, alors c'est juste un petit commentaire, mais effectivement, on a quelque chose qui est très frappant, c'est la vie, comme disait Anthony, qui émane du livre. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est effectivement toute cette logistique associée. Alors, on a l'impression en même temps qu'il y a, malgré les deux personnalités des deux intendants, qui avaient quand même, alors chacun dans leur style, mais beaucoup de bienveillance quand même malgré tout, autour de tout ça. Et effectivement, c'était un vrai avantage, mais il y a toute une logistique, c'est incroyable, c'est une fourmilière ce bâtiment. Et donc, c'est très frappant, et puis ça nous entraîne tout au long du récit. C'est vraiment, voilà, j'ai juste un commentaire pour corroborer les dires de tous par rapport à ça. Le fourmillement, l'énergie qui se dégage de ce bâtiment en permanence, c'est vraiment très frappant. Est-ce qu'on pourrait faire une petite lecture, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un petit extrait chacun à votre tour, Agnès et Gatien, pour donner envie à ceux qui ne l'auraient pas encore lu de le parcourir? Qui commence? Allez, on y va, Agnès, commencez. Alors, je prends Alors, en fait, non, moi, il y a un paragraphe que j'aime beaucoup,
dont on m'a encore parlé tout à l'heure, parce que c'est le paragraphe qui s'intitule « Sonner les matines ». Moi, j'aime bien les choses comme ça qui sont qu'on entend, et je me suis dit, voilà, on est au garde-meuble et le matin, qu'est-ce qu'on entend quand on est dans ce grand monument? Eh bien, à 5 heures, les cloches commencent à sonner pour les laudes, la première prière de la journée dans les monastères. Le rythme est ensuite régulier, toutes les heures, voire toutes les demi-heures. Chaque cloche possède un son différent. Les Parisiens qui y sont habitués se repèrent à l'oreille, dans le temps et même dans l'espace. En effet, dans le dédale des rues, le son du carillon permet aux piétons de s'orienter vers sa destination, repère spatio-temporel bien utile que les progrès de la mécanique horlogère chasseront bientôt avec la disparition des sonneurs de cloches. Aux églises paroissiales s'ajoutent les chapelles des couvents qui sonnent les heures et les débuts des offices. L'hôtel du garde-meuble est cerné par les églises. Celle de sa paroisse, Saint-Germain-l'Auxerrois, de l'autre côté du palais du Louvre, ainsi que rue Saint-Honoré, celle du couvent des Filles de la Conception et celle des religieuses de l'Assomption, celle des Clarisses, capucines au nord de la place Vendôme et celle du couvent des Capucins Saint-Honoré. Les Parisiens sont donc capables de reconnaître les différentes mélopées envoyées dans les airs. Il s'agit d'un langage à part entière qui délivre un message. Mais ces sonneries ne sont pas toutes mélodieuses et ils ne sont pas rares ceux qui se plaignent de cette agitation sonore constante. Seuls les bourdons de la cathédrale Notre-Dame semblent trouver une approbation acoustique. L'hôtel du garde-meuble possède son propre carillon, un petit campanile disposant de 3 cloches se déclenche toutes les heures. Voilà, merci. Moi j'aime bien parce que voilà, on est au milieu de Paris, enfin pas au milieu de Paris, on est à bordure de Paris, une espèce de petite ville, mais qui reçoit des sons des alentours et qui ces sons mettent en mouvement les habitants du garde-meuble, et c'est comme ça que ce grand bâtiment reçoit l'énergie pour vivre sa journée. Alors, j'espère que Gatien n'a pas choisi le même extrait que vous, parce que je le vois s'affairer. Et je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il a choisi le même, non? Ah non, pas du tout. Non, bon, non, parfait. Moi, je vais faire un peu plus court. Je vais vous donner la recette du bouillon du matin, puisque on est bientôt à l'heure du repas. J'ai l'appétit qui grimpe. Donc, avec les ingrédients, donc cimier de bœuf, bousseigneux de mouton, collet de veau, de poulet. Donc, quand les poulets sont cuits, prenez les blancs, pilez-les dans un mortier avec de la mie de pain trempée dans le bouillon, passez à l'étamine et mettez ce coulis sur vos croûtes bien mitonnées dans le bouillon ci-dessus. Voilà, bon appétit. On peut rappeler le contexte de ce bouillon qui était peu calorique, mais en même temps qui donnait beaucoup de force. Voilà, tout à fait. C'était la première chose que l'on avalait le matin. Donc, c'était ce bouillon qui permettait d'entamer la journée. Donc, on est loin de notre café au lait ou de... Qui est arrivé un peu plus tard. Vous le dites d'ailleurs un petit peu plus tard, qui est arrivé un petit peu plus tard. Mais ce bouillon-là était pris notamment seul. On était dans une petite bulle et en effet, peu de personnes étaient présentes. Voilà, mais le café démarre déjà, enfin, ils en boivent déjà à cette époque. C'est même considéré presque comme un produit médical, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Le café, alors même le café au lait, on commence à en prendre le matin, mais le café au lait est plutôt réservé à la société qui ne travaille pas, c'est pas les travailleurs de force qu'ils ont. Hein. Et puis, il y a des gens qui restent fidèles à l'ancien temps et qui, comme Ville d'Avray, préfèrent finalement le bouillon du matin parce qu'ils ont toujours fait comme ça et ils ne vont pas changer parce que la mode du café au lait arrive. Mais, on prend du café aussi comme, disons, digestif, hein, aussi, effectivement, oui. Et là, c'est plutôt à toute heure de la journée. Mais le matin, on aime bien quelque chose d'un peu plus roboratif. Une question de Françoise de Ville d'Avray qui porte sur le mobilier de la chambre originale de Marc-Antoine qui se trouve au Musée des Beaux-Arts de Boston. Est-ce que vous êtes en contact avec les conservateurs du département 18e du musée de Boston qui ont peut-être des documents d'archives? Question très technique et spécifique. C'est une question peut-être piégeuse.
En contact, non, pas du tout. Je sais qu'il y a eu des négociations avec le CMN, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'est pas encore question de rapatrier la chambre de Marc-Antoine dans les lieux d'origine. Alors, je crois que le mobilier a été entièrement refait il y a quelques années, notamment par Xavier Bonnet, qui était un des plus grands tapissiers en France, mais qui nous a quittés il y a quelques années, qui devait justement travailler aussi sur le projet de l'hôtel de la Marine. Mais pour l'instant, on espère toujours que ce mobilier viendra un jour dans son lieu d'origine, tout comme la pendule à la négresse qui n'a pas été acquise par le CMN, qui est revenu pendant 2-3 mois à l'hôtel de la Marine juste pour l'ouverture. Donc ouais, c'est vrai que la reconstitution n'a pas pu se faire en intégralité, puisqu'on a quand même beaucoup de mobilier qui ont été vendus lors des ventes révolutionnaires, puisque le garde-meuble est complètement liquidé à partir de 1797, donc sur des ventes qui vont se dérouler pendant plus d'1 an, notamment à Versailles. Et donc, une partie des collections est partie soit en Angleterre ou soit aux États-Unis. Donc, ce qui explique que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, on a beaucoup de meubles des collections royales. Oui, et j'ajoute quant aux archives, en fait, les archives sont en France. Oui. Enfin, tout ce qui est des documents relatifs à ce mobilier, on le trouve aux archives nationales. Hein. Les archives, le mobilier n'est pas parti avec sa documentation. Tout à fait. D'accord, très bien. J'ai peut-être une dernière question, parce que ce livre, il est quand même bourré d'anecdotes, toutes savoureuses. Que vous en choisissiez une qui vous amuse particulièrement, tous les deux, peut-être Guillaume, peut-être Antoine et Mathilde en auront une différente, peut-être sur ce vol des bijoux de la couronne, peut-être sur l'usage de l'eau également, qui était si particulier, qui m'a frappé par rapport à sa rareté au départ et ensuite son opulence. Quelle anecdote, une anecdote particulière qui vous frappe ou qui peut-être tout simplement peut devenir contemporaine? Il y a quand même beaucoup de choses qui apparaissent contemporaines par rapport à cette époque-là, alors que c'était déjà il y a fort longtemps. Est-ce qu'il y en a une qui particulièrement vous est savoureuse à vos yeux, en tout cas quand vous l'avez découverte notamment? Non, je vais peut-être commencer. C'est peut-être rappeler ce rôle de musée des arts décoratifs qu'a occupé ce garde-meuble, puisque le garde-meuble avait sous sa protection la collection d'armures, la collection des diamants aussi, les plus belles étoffes, que ce soit des manteaux de sacre ou les dés qui servaient pour des sacres, des bronzes également. Et par exemple, lorsque Marc-Antoine se voit confier la gestion des diamants de la couronne, quand même une mission un peu périlleuse, il fait fabriquer exprès une charrette, une charrette un peu sur le modèle des camions de la Brinks, donc avec tout un dispositif de sécurité qui va être chargé de ce transport entre le lieu où étaient gardés les diamants de la couronne et le garde-meuble. On va également faire des armoires coffres-forts pour exposer ces bijoux. Alors, tous ces dispositifs ne vont pas suffire puisqu'ils vont être volés en 1792, donc en septembre, quelques jours après d'ailleurs l'assassinat de Marc-Antoine. Et je rajouterai aussi une petite anecdote sur le fait que Marc-Antoine avait interdit lors de l'ouverture des galeries d'exposition à ce que les visiteurs puissent donner des pourboires aux gardiens, donc qui étaient tout simplement des employés du garde-meuble. Mais forcément, on a le témoignage de Mme Cradock qui, elle, témoigne qu'elle a donné des pourboires. Donc on voit que parfois, les employés ne respectaient pas toujours les règlements de Marc-Antoine Thierry de Villetaneuse.
Alors moi, je vais parler peut-être plutôt de la propreté. Enfin, donc il y a un souci extraordinaire de garder les endroits propres, que ce soit les endroits de travail, comme les endroits d'exposition, comme les pièces à vivre et les appartements d'apparat de l'intendant ou les appartements privés du garde. Et ça, c'est assez incroyable parce que tous ces balais eh bien, sont maniés par des hommes. Alors, on a des frotteurs, on n'a pas du tout des femmes de ménage, on a des hommes de ménage qui font ça, mais quasiment, pas 24 heures sur 24, mais absolument tout le temps. Donc, il y a un souci de la propreté qui est lié là, bon, d'abord au souci de la propreté hein, que les gens avaient dans les villes. Hein, pour éviter la poussière, et puis aussi au fait qu'on conserve des meubles prestigieux, des tentures, des tapisseries, donc des étoffes, et qu'il faut bien évidemment éviter que la vermine ne vienne s'y mettre, qu'il n'y ait pas de mythes, et donc on n'a pas forcément beaucoup de moyens autres que de taper sur les tapis, enlever la poussière et passer le balai quotidiennement, voire de manière bi-quotidienne. Et alors ça, c'est extrêmement frappant. Et donc, ils font, par exemple, la chasse aux chiens. Les gens aimaient bien avoir des petits animaux de compagnie. Et donc, les chiens errants, on essaie de les faire partir. Et les chiens qui vivent à domicile, on essaie de les discipliner. Enfin, il y a un règlement où il faut aller promener son chien parce qu'il ne doit pas faire ses crottes dans l'escalier. Hein, voilà. Donc, c'est assez... voilà, c'est la gestion aussi d'une espèce de petite ville ou d'un petit village. C'est assez amusant. Alors, je ne sais pas si Antoine, Mathilde ou Guillaume veulent rajouter une anecdote, en tout cas, qui les a frappés, qui les ont frappés, mais sinon... Je peux juste dire que je suis allé plusieurs fois avant de pouvoir faire les photos. J'avais l'impression qu'il y a des chantiers qui n'en finiraient jamais, entre autres les tapissiers. Et dans la chambre de monsieur, dans l'alcôve, ils ont dû mettre 1 mois et demi pour mettre des galons dans tous les sens, et des galons qui eux-mêmes étaient recouverts par des tentures qui... Enfin, là aussi, c'était un travail fait pour l'éternité d'une certaine manière et qu'on ne peut absolument pas voir quand on le visite. Et c'était des gens de Tassinari là, qui venaient de Lyon. Je leur disais, mais ça fait 1 mois et demi que vous mettez vos galons, vous devez en avoir assez. Et ils m'ont dit, mais non, pour nous, c'est la première fois de notre vie, et on n'en aura sans doute jamais d'autres, d'avoir l'ambition de faire comme autrefois un travail parfait. Et ça, j'ai trouvé ça génial. C'est pour ça que c'était l'anecdote que je voulais vous livrer. Merci. Avant de nous quitter, on a pour habitude de faire une photo collective. Donc voilà, préparez-vous. Ceux qui ont le livre en avant ont l'habitude. Magnifique. Ah oui, je l'ai pas. C'est parfait, merci. Il est temps de vous remercier toutes et tous, Agnès, Gatien, Mathilde, Antoine, Guillaume et la famille de Ville d'Avray aussi, qui nous a fait le plaisir de nous partager son émotion. Merci à tous et peut-être à une autre fois. Et donc, bon anniversaire aux éditions du patrimoine qui fêtent leurs 25 ans cette année. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci, tout le monde. Anthony. Merci à vous. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir et merci. Et rendez-vous à l'hôtel de la Marine pour ceux qui ne le connaissent pas encore, évidemment. Ah oui, courez-y. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Ouais.